Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au rapport analytique de Flow, qui est une nouvelle fonctionnalité. Je vais attendre encore quelques instants avant de démarrer la présentation, le temps que différentes personnes puissent se connecter. Soyez les bienvenus. J'enregistre également en même temps ce webinaire. Comme ça, vous pourrez, en accédant à ce lien, pouvoir revoir cette vidéo et cette présentation. L'objectif, comme j'ai dit, de ce webinaire, ça va être de présenter cette nouvelle fonctionnalité. On va voir comment y accéder, quels sont les objectifs, comment est structuré un rapport dans Flow. Après, je présenterai également les différents objectifs pour chaque rapport qui existe. Et donc, on va se focaliser sur cette présentation aujourd'hui. En revanche, si vous avez besoin de plus d'informations sur d'autres nouveautés qu'on a récemment intégrées dans Flow, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur la modélisation, le partage de documentation de vos processus, ou même l'automatisation en tant que telle, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale et en particulier Rodrigo Gérez, qui est notre responsable commercial francophone. Je vais commencer par partager mon écran. Donc normalement c'est bon, vous voyez mon écran. Donc je vais basculer maintenant sur mon environnement de présentation de Flow. Donc aujourd'hui je vais présenter la fonctionnalité sur cet environnement, qui est un environnement de présentation et de test, avec bien évidemment des données qui sont factices. C'est juste pour pouvoir vous montrer un peu comment fonctionnent ces nouveaux rapports analytiques. Donc tout d'abord, pour vous montrer, cette nouvelle fonctionnalité, elle sera disponible directement dans le menu principal de Flow, sous cette rubrique, et à l'intérieur de la rubrique analytique, vous aurez différentes catégories qui vous donneront accès aux différents rapports analytiques que nous regarderons après. Alors, avant d'expliquer dans le détail qu'est-ce que sont ces rapports, je vais réexpliquer un peu pourquoi on a créé cette fonctionnalité. Comme vous le savez, on utilise Flow pour une grande partie dans l'exécution de vos processus. Et donc, à partir de cette exécution de processus, on va créer ce qu'on appelle des instances de travail ou des éléments de travail. Et ces éléments de travail vont constituer une base de données d'informations qui est intéressante pour vous d'être analysée pour pouvoir savoir ce qui se passe dans votre environnement et par conséquent savoir si vous remplissez ou pas vos objectifs, etc. Jusqu'à présent, vous avez différentes méthodes pour analyser ces données dans Flow. Vous pouvez par exemple accéder à votre espace de travail et à la liste des tâches. Et dans cette liste des tâches, vous allez pouvoir faire un certain nombre de filtres et additionner un certain nombre d'informations pour pouvoir donc constituer une liste avec pour chaque colonne une information qui vous intéresse. Et à partir de là, vous pouvez exporter ce listing finalement pour pouvoir exploiter les données. Mais cette méthodologie, pour faire une analyse correcte, vous empêche deux choses. Premièrement, même si vous mettez vous essayez de mettre toutes les colonnes possibles, vous aurez du mal à créer facilement l'ensemble des informations existantes dans votre base de données. Et un deuxième élément également, c'est que vous serez toujours au niveau de l'élément de travail ou du token. Je reviendrai sur la notion d'élément de travail et de token un peu plus tard dans cette présentation. Par exemple, ici, vous n'avez pas le niveau de la tâche. Vous ne pouvez pas connaître des informations intéressantes, comme par exemple le temps d'exécution d'une tâche en particulier dans le processus. Vous avez un deuxième méthodologie pour analyser vos données. Alors, comme vous le savez, en tout cas je l'espère, vous avez la possibilité de créer des pages à l'intérieur de votre espace de travail, dans Flow, dans votre environnement, pour pouvoir donner ensuite accès à ce qu'on appelle des tableaux de bord, particulièrement des widgets. Donc c'est ce qu'on utilise pour
faire l'intégration entre des données et une visualisation de tableau de bord. Donc vous pouvez utiliser cette méthodologie pour analyser vos données. Mais il y a une limite. Premièrement, une limite de quantité de données. En effet, ces outils, par exemple le camembert que vous avez ici ou le graphique type bar, ils ne sont pas faits pour analyser 1, 2, 3 années par exemple de données. C'est fait pour analyser, on va dire, les 1000 données maximum. L'objectif de ce type d'outils, c'est des outils d'aide à la prise de décision dans votre management quotidien, on va dire, ou à la semaine. L'objectif, c'est de créer des dashboards, des tableaux de gestion pour pouvoir prendre des décisions sur ce que vous allez faire cette semaine, par exemple, dans l'exploitation de vos données. J'en profite de ce webinaire pour vous dire qu'on a fait une innovation. Comme vous le saviez, avant, ces tableaux de bord, par exemple, mettaient entre 15 et 20 minutes à s'actualiser. Maintenant, si vous avez besoin de faire une actualisation pour ne pas perdre ce temps, on va dire, vous pouvez cliquer ici pour actualiser directement le dashboard, en tout cas la source de données liée à ce dashboard. Et donc, si vous avez lié une même source de données à 3 dashboards, puis cliquez ici pour actualiser les 3 tableaux de bord en même temps. Donc ici, vous avez une méthodologie où vous pouvez customiser des tableaux de bord, mais avec une limite de données. Et vous avez une troisième possibilité d'exploiter les données jusqu'à présent, c'est utiliser la réplication de la base de données qui est liée à votre environnement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez accéder à cette réplication de la base de données ici et dans Export de données. À partir de là, vous devez activer cette fonctionnalité pour cet environnement. Et quand je dis activer cette fonctionnalité, le système va faire une réplication de la base de données, c'est-à-dire de toutes les informations qui sont liées à votre environnement. Donc ça va être les processus, ça va être les champs de processus, les instances, les utilisateurs, votre département enregistré dans les différents enregistrements, etc. Et à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité d'exporter toute cette base de données sur les données du jour en format CSV ou en format fichier dump. Ces deux types de formats, qu'est-ce qui va être intéressant pour vous? C'est que vous allez récupérer ces fichiers qui sont lourds, par conséquent, puisqu'il y a toute votre base de données, et vous allez pouvoir les intégrer dans des outils de type BI, Power BI par exemple, pour pouvoir analyser en profondeur vos données. Donc, si on reprend mes 2 derniers exemples, j'ai d'un côté la possibilité de créer des dashboards facilement sur Airflow, mais avec une quantité limitée de données, ou la possibilité d'exporter toute ma base de données, mais après je dois utiliser un outil extérieur pour pouvoir lire et analyser ces données. Donc c'est pour ça que, je reviens sur ma page d'accueil, on a créé cette nouvelle fonctionnalité d'analyse de données qui va vous permettre, pour une large quantité de données, d'avoir des rapports qui sont préconfigurés. Et ces différents rapports, on les a mis dans 3 catégories. Pourquoi? Parce que ces 3 catégories vont répondre à des questions et des besoins différents. La première catégorie, qui est chronométrie et volume, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Comme son nom l'indique, on va se focaliser sur l'ensemble de la base de données, sur 2 critères, le temps et la quantité. Donc c'est par exemple ici que vous allez voir le temps moyen d'exécution de vos processus, ou même par exemple le temps moyen d'exécution des tâches à l'intérieur de vos processus. Et par exemple, c'est ici que vous allez pouvoir facilement vérifier où est-ce que vous avez des goulots d'étranglement à l'intérieur de vos processus. Dans la deuxième catégorie, qui est la catégorie équipe, là on va se focaliser du point de vue des utilisateurs responsables de l'exécution des différentes tâches de vos éléments de travail. Donc c'est là que vous allez pouvoir analyser la répartition de travail dans vos équipes, par exemple, et voir si vous avez besoin de rééquilibrer un peu la répartition des tâches, et notamment avec une notion de délai. Et la partie demandeur, cette fois-ci on va basculer le point de vue des équipes qui sont en train de faire le travail par le point de vue de la personne, ou du moins des équipes qui sont demandeurs de ces éléments de travail. Ça peut être par exemple, alors tout dépend
du business model que vous avez. Comme vous savez, Flow est adapté à plusieurs types de business model, mais par exemple, ça peut être vos clients ou ça peut être les différents demandeurs internes de votre entreprise. Donc, maintenant que j'ai montré un peu ces trois catégories, je pense qu'il peut être intéressant de regarder un peu la structure basique finalement d'un rapport analytique sur Airflow. On va prendre le premier, délai de traitement. L'objectif, c'est de vous montrer comment est constitué un rapport dans Airflow et surtout comment l'exploiter. Je rentrerai en détail après sur chaque objectif et chaque indicateur des différents rapports, mais là, l'objectif, c'est de voir comment ça fonctionne. Donc, généralement, un rapport dans Airflow, il est divisé en trois parties. Vous avez la partie supérieure qui va correspondre à la partie où vous allez configurer votre rapport. C'est ici que vous allez choisir la restriction des données que vous allez vouloir afficher dans ce rapport. Ensuite, vous allez avoir un graphique qui va vous montrer généralement un top 20 des éléments que vous avez restreints dans cette partie au-dessus. Et le graphique, il va toujours montrer un indicateur clé qui est unique par rapport à chaque rapport que nous avons dans Airflow. Et en dessous de ce graphique, vous allez avoir à chaque fois un tableau reprenant les informations qui sont répertoriées dans la segmentation que vous avez choisie dans vos rapports. Je reviendrai sur la notion de segmentation un petit peu après. Ce qui est intéressant dans ce tableau, et j'en reviendrai après, c'est qu'en plus d'avoir l'indicateur clé qui est repris du graphique, vous allez avoir des indicateurs supplémentaires. Et deuxièmement, à chaque fois ici, on va avoir une limite d'un top 20 pour des besoins de lisibilité. Vous pourrez voir plus tard quand vous exploiterez les données. Alors qu'ici, on va reprendre l'ensemble des informations dans le tableau pour avoir une analyse plus profonde. Donc, je vais revenir un petit peu après sur ces différentes notions, mais je reviens sur la partie configuration. Comment on peut configurer un rapport analytique dans Airflow? Pour cela, vous allez devoir choisir deux choses. Qu'est-ce qu'on analyse sur cette partie? Et quand est-ce qu'on souhaite faire l'analyse? Donc, vous avez le quoi et le quand. Le quoi, c'est assez simple finalement. Vous allez faire une restriction des données que vous souhaitez afficher sur deux critères, les processus et les utilisateurs. Et pour cela, on utilise une notion qu'on appelle une segmentation. Ces segmentations, elles sont disponibles ici. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez cumuler plusieurs segmentations à l'intérieur d'un rapport. Pourquoi? Parce que parfois, alors, il se peut que vous souhaitez analyser seulement une segmentation, mais parfois vous souhaitez avoir sur un même rapport, je vais prendre un exemple ici, additionner par exemple, marketing par exemple, voir les analyses des données sur les processus de finance ou les responsables des processus de finance versus ceux du marketing, par exemple. Ici, ce sont des données factices, ce sont des noms bien génériques. L'objectif, c'est que vous compreniez bien l'objectif de comment exploiter les données. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez donc cumuler différentes segmentations. On peut cumuler jusqu'à 4 segmentations dans les différents rapports que vous avez dans Airflow. Pour créer une segmentation, c'est assez simple. Vous cliquez ici sur le plus. Vous aurez alors accès à toutes les segmentations existantes dans votre environnement et vous avez la possibilité d'en créer une ici, dans Sur Nouveau. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous devez choisir un nom pour cette segmentation, vous devez décrire cette segmentation et à partir de là, vous avez 4 onglets ici qui vous permettent de restreindre 100% des données existantes dans votre environnement sur certains critères. Les deux premiers concernent les processus, donc vous pouvez faire une sélection de processus comme cela. Et comme vous pouvez le constater, j'ai peu de processus dans mon environnement, ce qui n'est peut-être pas votre cas. Donc c'est pour cela également qu'on permet ce filtre par catégorie. Au lieu de sélectionner 10, 20, 30 processus dans cette liste, parfois vous allez avoir besoin de cliquer sur une ou deux catégories par exemple, pour faire cette restriction de manière plus simple.
Et au-delà de ça, si jamais votre rapport, par exemple, vous allez créer un nouveau processus qui va rentrer dans la catégorie, par exemple, client, automatiquement, si vous choisissez client ici, le rapport intégrera ce nouveau processus dans son analyse. Vous pouvez également faire cette restriction par demandeur. Donc ici, on va reprendre les différents départements des demandeurs. Vous allez donc faire une restriction par département. Et ça fonctionne également de la même chose au niveau des équipes. Donc les demandeurs, comme son nom l'indique, ce sont ceux qui sont à l'origine de la demande de l'élément de travail. Et les équipes, ce sont les personnes qui vont être responsables au cours de l'exécution des différents éléments de travail. Donc là, pour mon exemple, je vais mettre, donc ça correspond à des processus de finance et de supply chain. Je vais créer une segmentation. Je rajoute ces mots-clés dans la partie description et je dois choisir une couleur. Je vais mettre la couleur, cette couleur-là, celle-ci, parfait. Sur l'onglet sélectionné, vous avez donc les informations des restrictions que vous souhaitez apporter pour votre segmentation. Une autre information intéressante, ici, est la partie publique ou privée. Par défaut, c'est en privé, mais vous avez la possibilité de rendre cette segmentation publique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'ensemble des utilisateurs de votre environnement qui ont accès au rapport analytique pourront utiliser la segmentation que vous avez créée pour pouvoir analyser les données. Si vous souhaitez garder cette segmentation uniquement pour vous, vous la laissez en privé. Je vous montrerai juste après cette partie configuration et structure de rapport comment vous pouvez donner les autorisations à vos différents utilisateurs d'accéder tout d'abord au rapport, donc à cette fonction, et en même temps, je vous montrerai que vous pouvez les restreindre à pouvoir créer des segmentations, mais uniquement en les laissant en privé, sans pouvoir les partager avec les autres utilisateurs de votre environnement. Je vais créer ma segmentation. Comme vous pouvez le voir, cette segmentation est automatiquement ajoutée à mon rapport. Si je souhaite enlever une segmentation, par exemple le marketing, vous cliquez ici et vous faites masquer. Et à partir de là, votre rapport est automatiquement mis à jour sur la partie segmentation. Donc, comme je l'ai dit, la segmentation, on va restreindre les données sur les processus et les utilisateurs. Et sur la partie période, comme son nom l'indique, on va définir la plage temporelle sur laquelle on va analyser les données. Pour cela, vous avez deux types de plages. La personnalisée, où vous choisissez la date de début et la date de fin. Et sinon, vous avez différents types de périodes qui sont déjà préconfigurées, comme les 30 derniers jours, l'année en cours, etc. Mais l'information la plus importante, et là vraiment, c'est la notion très importante de cette présentation, c'est ici, cette partie-là. En fonction du rapport sur lequel vous allez être, le filtre temporel va s'appliquer à différents niveaux. Par exemple, sur le délai de traitement, sur lequel je suis actuellement, la notion de débuté et terminé va s'appliquer sur les éléments de travail qui sont déjà terminés, puisque l'objectif de ce rapport est d'analyser le temps d'exécution des processus. Donc, ici, si je choisis débuter le et que je vais choisir du 1er août au 31 août, je vais donc faire un filtre sur les éléments de travail terminés qui ont débuté entre le 1er et le 31 août et qui correspondent bien évidemment à la segmentation que j'ai choisie en amont. Alors que si je choisis terminer le, ces éléments de travail sont forcément terminés entre la période du 1er et du 31 août, mais ils ont pu être initiés avant ces dates-là. Donc ce genre de détails sont très importants à connaître pour que vous puissiez analyser correctement les données qui vont être affichées juste derrière dans les graphiques et dans les tableaux. Et comme nous savons que ce type d'informations sont importantes et en même temps pas forcément évidentes, on a ajouté ici un icône d'informations qui vont répertorier ici, premièrement, l'objectif
du rapport avec l'indicateur clé, et en même temps, vers la fin, donc la dernière phrase, ce que prend en compte le filtre périodique. Vous allez voir petit à petit dans notre présentation, il va y avoir des rapports qui vont mettre en avant des éléments de travail, puis il y a des rapports qui vont mettre en avant que des éléments de travail terminés, d'autres uniquement ceux qui ont un délai, etc. Donc d'où l'importance ici de vous référer à ces informations clés sur cette icône d'information avant d'analyser les données. J'en profite également pour vous expliquer, pour vous dire qu'on va intégrer dans notre base de connaissances petit à petit des articles reprenant chaque rapport analytique en expliquant donc les objectifs, les indicateurs, le filtre périodique, et cela de manière un peu plus détaillée. Certains rapports également vous permettront de comparer deux plages périodiques. Et l'objectif ici, c'est de voir l'évolution de l'indicateur clé de chaque rapport et voir si cette évolution est donc positive ou négative par rapport à votre indicateur clé. Donc une fois que vous avez paramétré cette configuration, il y a quelque chose qui peut être intéressant pour vous, notamment pour la partie segmentation, c'est de la sauvegarder. Comme vous avez vu, j'ai peu de data, donc il y a peu de combinaisons possibles avec mes segmentations, ce qui n'est pas forcément votre cas. Vous allez peut-être parfois avoir des segmentations pour certains rapports que vous souhaitez prédéfinir pour ne pas avoir besoin, à chaque fois que vous vous connectez sur Airflow, de devoir refaire cette configuration et de la rechanger manuellement. Pour cela, nous avons inventé ce point qui est la mise en page d'un rapport. Si vous cliquez ici sur la mise en page, vous allez avoir les différentes mises en page que vous avez créées et sauvegardées. Ce qui vous permet, par exemple, si je sélectionne celle-ci, voilà, je vais appliquer, automatiquement, ça va me changer la segmentation mise à disposition. Et en plus de ça, vous avez le titre qui est répertorié ici. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner celles que vous avez, d'en créer des nouvelles. Une fois que vous êtes sur une segmentation, que vous faites des changements, vous pouvez sauvegarder celle-ci, ou même en créer une à partir de celle où vous êtes actuellement. Et comme vous pouvez le voir, ici aussi, j'ai cette notion de public et privé. Donc, vous avez également la possibilité de donner à un utilisateur le droit ou non de partager des mises en page avec les autres utilisateurs de votre environnement. Bon. Maintenant que j'ai terminé la première partie sur la configuration, voyons un peu plus en détail ce que nous donne un rapport. Donc, comme je l'ai dit un peu avant, vous avez un graphique avec donc un top 20 généralement pour des raisons de lisibilité et des indicateurs clés que nous verrons un peu plus tard. Vous verrez également que en fonction du rapport sur lequel vous êtes, vous allez sur un graphique avoir l'accumulation des différentes segmentations que vous avez choisies, ou en fonction du rapport, vous allez avoir un graphique par segmentation. Et en dessous de ce graphique, vous avez donc un tableau reprenant donc ici l'indicateur clé qui est le temps d'exécution moyen que vous retrouvez sur le graphique, mais en plus de ça, des informations complémentaires pour pousser votre analyse. Et ici, cette restriction, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit un peu avant, il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire que vous allez afficher toutes les données correspondantes à la segmentation et au filtre périodique que vous avez choisi. Il y a une information intéressante ici, c'est que vous avez deux visions tabulaires. Vous avez une vision qu'on appelle classique, qui est fixe. Vous pouvez également télécharger en format Excel, qui va reprendre donc les informations de chaque segmentation. Et vous avez aussi une vision qu'on appelle dynamique, qui va reprendre un peu la même logique que vous avez dans les tableaux croisés dynamiques Excel, où l'objectif ici, vous allez avoir la possibilité, en fonction des informations qui sont intégrées dans ce tableau, bouger ces informations pour pouvoir analyser les données dans l'angle, dans le point de vue que vous souhaitez. Donc, en fonction des données qui seront disponibles dans votre tableau, vous avez la possibilité également, en cliquant ici, d'ajouter des informations supplémentaires qui sont disponibles au niveau de ce tableau croisé dynamique. Cela vous permettra, dans ce cas, d'analyser les données
d'un point de vue, de votre point de vue. L'objectif ici, c'est de personnaliser un maximum le tableau pour pouvoir analyser les données. Et à chaque fois, vous avez la possibilité après de, comme un tableau croisé dynamique, de masquer ou d'afficher certaines données. Également, ici, vous avez la possibilité d'exporter en format Excel le tableau correspondant. Je vais revenir en mode classique. Donc, maintenant que j'ai présenté la structure d'un rapport analytique, je vais vous montrer comment vous pouvez donner la possibilité à vos utilisateurs d'accéder à cela. Alors, pour cela, je vais refaire un retour en arrière sur des notions assez classiques de Flow. Quand vous créez un environnement, vous avez nativement 3 rôles utilisateurs. Et dans ces rôles utilisateurs, vous avez les rôles administrateur, uniquement portail et utilisateur. Les rapports analytiques, par défaut, sont disponibles uniquement pour les utilisateurs qui ont un rôle administrateur. Les utilisateurs de type utilisateur et portail uniquement n'auront pas la possibilité de voir ces rapports analytiques. En revanche, vous avez la possibilité de créer un rôle, un nouveau rôle. Un instant. Donc, vous allez dans l'onglet rôle, vous créez un nouveau rôle. Et ici, vous aurez la possibilité de donner accès à cette fonctionnalité. Comment faire? Pour cela, vous cliquez sur sélectionner des processus et vous allez avoir une nouvelle colonne par rapport au tableau, à cet outil que vous connaissez déjà. Ça va être la colonne analytique. À partir de là, vous pouvez sélectionner donc tous les processus ou une sélection de processus. Alors, une information importante. Qu'importe si vous choisissez tous les processus ou juste une sélection de processus, une fois que vous donnez le droit de voir les rapports analytiques, cela donnera le droit de voir tous les rapports analytiques. La seule différence va être la restriction des données qui vont être affichées. Par exemple ici, si je choisis uniquement 2 processus, donc vous allez voir que l'utilisateur qui va être associé à ce rôle et va voir les rapports analytiques pourra uniquement analyser les données restreintes sur ces 2 processus. Même si vous avez créé une segmentation toute donnée et que vous l'avez rendue publique, l'utilisateur pourra sélectionner cette segmentation. En revanche, cette segmentation sera limitée avec les données de ces 2 processus. Une autre information. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on pouvait rendre public ou privé une segmentation ou une mise en page. Ici, cette segmentation et cette mise en page, elle va être disponible uniquement si vous décidez de publier ou non la mise en page. Si vous sélectionnez cette option, vous aurez la possibilité de laisser à l'utilisateur le droit de publier ou non la segmentation ou la mise en page de votre segmentation. Si vous ne laissez pas cette option activée, si vous ne laissez pas cette option activée, l'utilisateur pourra néanmoins créer des segmentations et créer des mises en page. En revanche, il ne pourra pas les rendre publiques. Donc, maintenant que j'ai montré comment donner droit aux utilisateurs d'accéder à cette fonction, on va pouvoir regarder la partie analytique et regarder l'objectif de chaque rapport. Avant cela, je vais revenir sur cette partie et voir si déjà on a des questions ou pas. Donc, pour le moment, on n'a pas de questions. Je vais retourner donc sur l'environnement et je vais regarder plus en détail les différents rapports existants. On va revenir sur celui que j'avais utilisé pour montrer la structure. Donc, nous avons le délai de traitement. Quel est l'objectif de ce rapport? Comme son nom l'indique, l'objectif, ça va être de mesurer le temps d'exécution moyen d'un processus, et en particulier d'une version de processus. Donc,
Ici, le graphique, il va vous montrer le top 20 des versions de processus. Donc vous avez le nom de processus et sa version, qui mettent le plus de temps en moyenne à être exécutés. Donc pour cela, vous prenez l'ensemble des éléments de travail de la période prédéfinie. Chaque élément de travail a un temps d'exécution, et donc ça va être la moyenne de ce temps d'exécution. Une information complémentaire, nous travaillons en ce moment à permettre que ce rapport prenne en considération le calendrier associé à la version de processus. Donc, si vous n'êtes pas, si cette notion de calendrier ne vous est pas familière, je vous encourage à suivre notre cours sur les délais au niveau des processus. Mais pour vous donner une information, il est possible d'associer un calendrier particulier à un processus. Quand je dis calendrier, c'est une restriction des jours ouvrables et des heures de travail dans ces journées. Donc, par exemple, vous avez mis un calendrier pour le processus Supplier Registration. Vous allez donc avoir un calendrier, par exemple, qui va du lundi au vendredi de 9h à 18h. D'accord ? Donc, le temps qui sera pris en considération ici suivra ce calendrier. C'est-à-dire qu'il ne comptera pas le temps, par exemple, entre 18h01 et 8h59 du lundi soir au mardi matin, par exemple. Voilà. Ça, c'est une évolution sur laquelle on va déjà commencer à travailler. Et en dessous, vous avez du coup le tableau qui va vous répertorier des informations que vous avez sur le graphique en mettant le nom du processus, sa version, le propriétaire du processus. Donc ça, c'est une information que vous pouvez choisir de mettre dans l'éditeur de processus. Et là, vous avez le nombre des éléments de travail comptés, donc qui ont été terminés, et leur temps moyen, qui est ici de 12 heures. Comme je vous ai dit, ce sont des données factices. C'est juste histoire d'avoir quelque chose à montrer durant cette présentation. Et ce qui peut être intéressant, si vous souhaitez avoir plus de détails, c'est de switcher avec un mode version dynamique. Et en fonction des propriétés que vous souhaitez mettre ici, vous avez la possibilité de faire varier l'angle de vision de vos données. Donc ici, on a le temps moyen d'exécution de vos différents processus. On va sortir maintenant de la vision temporelle pour rentrer dans une vision de quantité. Maintenant, au lieu de voir le temps moyen d'exécution, on va souhaiter analyser la quantité moyenne d'éléments de travail sur une période déterminée. Ici, à la différence du rapport précédent, nous avons un graphique pour chaque. Et ce graphique, qu'est-ce qu'il met en évidence? Il met en évidence sur une période, sur l'axe X, le nombre d'éléments de travail créés versus le nombre d'éléments de travail terminés. Cela vous permet d'avoir également une courbe. Alors là, dans mon exemple, c'est pas très parlant puisque on a exactement le même nombre de créés que de terminés. Mais cela vous permet d'avoir sinon une courbe qui vous met en évidence le nombre d'éléments de travail encore ouverts sur la période déterminée. Ce qui vous permet d'avoir sur l'axe de temps choisi l'évolution de l'intensité de travail sur la segmentation que vous avez. Donc si la courbe augmente, ça veut dire que vous avez de plus en plus de travail, enfin d'éléments de travail en cours, alors que si la courbe diminue, c'est que vous avez de moins en moins d'éléments de travail en cours et donc de moins en moins de travail. Ça reprend un peu, pour ceux qui sont adeptes de la méthode agile, des burn charts. Ça reprend un peu la logique des burn charts où vous avez justement la courbe qui augmente ou pas pour voir si l'intensité de travail augmente ou non. Et donc ici, dans ce rapport, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la quantité de jours que vous allez choisir ici, l'axe X va s'adapter. Ici, j'ai mis un mois, donc en fait, un point va représenter une semaine. Mais si, par exemple, je choisis, allez, on va mettre du 18 au 25, au lieu d'avoir un point représente une semaine, donc là, du coup, c'est un peu plus parlant, je vais avoir un point égale une journée.
Et donc ici, vous pouvez justement voir l'évolution de la quantité de travail. Donc en rouge, ce sont ceux qui sont créés, et en vert, les éléments de travail qui sont terminés sur la période sélectionnée. Et donc vous pouvez voir ici l'évolution de cette intensité de travail. Et le tableau reprend exactement ces mêmes informations. Donc une ligne va représenter l'axe de temps du graphique, et vous avez le nombre d'éléments de travail créés, le nombre de terminés, et l'accumulation, c'est-à-dire ceux qui sont encore ouverts à la période que vous avez sélectionnée. On va revenir maintenant dans ma catégorie et on va prendre goulot d'étranglement. Je pense que c'est l'un des rapports que vous allez le plus utiliser. Quel est l'objectif de ce rapport? Là, contrairement aux deux précédents rapports, le filtre temporel ne va pas prendre en compte des éléments de travail. Il va prendre en compte les tâches qui sont à l'intérieur des éléments de travail. Et l'objectif ici, c'est de mesurer les tâches qui prennent le plus de temps à être exécutées à l'intérieur d'une version de processus pour vous montrer, du coup, quelles sont les tâches qui sont responsables du plus de goulots d'étranglement dans vos processus. Pour cela, on utilise un indicateur propre à Flow, qui est la moyenne pondérée, qui va prendre en compte deux éléments, le temps d'exécution moyen d'une tâche et le nombre de tâches existantes dans ce processus. L'objectif, c'est de créer donc une formule qui sera disponible dans notre documentation dans la base de connaissances. Je n'ai pas le détail en tête de cette formule à l'heure actuelle, mais ça prend en considération ces deux éléments et ça va vous créer un pourcentage. Plus ce pourcentage sera élevé, ce pourcentage peut être au-dessus de 100% d'ailleurs, plus ce pourcentage sera élevé et plus cela signifie que la tâche concernée, donc vous avez l'information de la tâche ici, c'est la première colonne, plus cette tâche est responsable de goulot d'étranglement dans votre processus, puisqu'elle met le plus de temps en moyenne à être exécutée. Donc, vous avez la possibilité de voir le top 20 des tâches qui prennent le plus de temps à être exécutées dans ce rapport, plus le détail ici dans le tableau, donc reprenant la même logique que nous avons vue précédemment. La seule différence ici, c'est que vous avez une information supplémentaire. Quand vous cliquez sur cette icône, vous avez cette information, mais d'un point de vue directement sur le diagramme en question. Donc ici, vous récupérez le diagramme de votre processus et il y a un jeu de couleurs. Plus une tâche sera rouge, et plus cela signifie que la moyenne pondérée, donc l'indicateur que j'ai parlé avant, plus celui-ci est élevé. Donc plus la tâche est rouge, et plus cela signifie qu'elle est responsable d'un goulot d'étranglement dans votre processus. Donc c'est une manière plus visuelle de pouvoir analyser cet indicateur. Et si nous allons dans le prochain rapport, qui est la carte thermique, finalement c'est exactement ce que je viens de vous montrer, mais cette fois-ci, vous n'avez pas de graphique, vous n'avez pas de tableau, vous n'avez pas à choisir d'ailleurs de segmentation ici, vous avez juste besoin de choisir la période, le processus et sa version. Et vous récupérez du coup les mêmes informations. Plus la couleur est rouge foncé, plus cet indicateur de moyenne pondérée est élevé. Et donc cela signifie que ce sont sur ce type de tâches que vous allez devoir retravailler pour pouvoir améliorer la performance de l'exécution de vos processus. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle un cube de décision. Alors, un cube de décision, basiquement, qu'est-ce que c'est? Ça reprend finalement, ça vous donne accès à un tableau croisé dynamique, donc que je vous ai montré précédemment, cette fois-ci sans restriction de segmentation et uniquement une restriction au niveau temporel. Vous avez la possibilité ou non d'afficher un graphique de barre en fonction des données que vous allez analyser ici. Et vous allez me dire, si vous regardez en même temps que pendant ce webinaire les différentes fonctions, vous en avez un dans la partie chronométrie et volume, vous en avez un dans la partie équipe, et vous en avez un dans la partie demandeur. Alors, pourquoi nous en avons un dans chaque catégorie? En plus, bon, je ne vais pas vous les montrer, mais ils montrent exactement les mêmes structures. Un tableau, un graphique et des dates. Excusez-moi.
Pourquoi on en a 3? Parce que on va analyser 3 niveaux de données différents. Dans la partie chronométrie et volume, on va être sur le niveau le plus fin possible, qui est le niveau des tâches. Donc, je vais prendre un exemple. Imaginons que notre environnement il est composé d'une base de données d'un seul élément de travail. Cet élément de travail, c'est un processus très simple. Il a tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4, tâche 5, et ça se termine. Une ligne droite, sur une même ligne d'une même piscine. Le tableau, alors ici, qu'est-ce qu'il va vous afficher comme valeur? Il va vous afficher la valeur 5, parce qu'il y a 5 tâches à l'intérieur de cet élément de travail. Alors que si nous allons dans la partie équipe, le cube de décision, il ne va pas afficher les valeurs des tâches, il va être à un autre niveau. Il va être au niveau du token. Alors là, on va reprendre la définition de qu'est-ce qu'un token, qu'est-ce qu'un élément de travail, parce que c'est assez important de l'avoir en tête pour pouvoir analyser correctement les données de ce tableau. D'une manière générale, si on prend le même processus que j'avais avec tâche 1 jusqu'à 5, et c'est direct, sans passerelle, sans rien du tout, c'est assez simple, un élément de travail et un token dans ce type de cas de figure, c'est la même chose. En revanche, on va reprendre un processus un peu plus compliqué. Après ma première tâche, j'ai un branchement parallèle qui va me diviser mon processus en 2 chemins que je dois prendre. Donc, à partir de ce moment-là, mon token qui est au niveau de la tâche 1, il va se diviser en 2 sous-tokens, puisque je vais avoir 2 chemins à prendre en parallèle. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai un token et j'ai 2 sous-tokens. Donc, ici, dans mon tableau, il ne va pas m'afficher le nombre 5 au niveau des tâches, il va m'afficher le nombre 3, parce que je vais avoir un token principal et 2 sous-tokens. Et si je vais dans le cube de décision des demandeurs, là, on va être au niveau de l'élément de travail dans son ensemble. Donc, si je reprends même mon exemple précédent où j'ai un token principal et 2 sous-tokens, comme on est au niveau de l'élément de travail dans son ensemble, il va m'afficher 1. Voilà. Donc, bien évidemment, je sais que ce sont beaucoup d'informations, et ces informations seront répertoriées sur chaque tableau croisé dynamique, chaque cube de décision que vous aurez disponible ici dans Airflow. Allons maintenant passer en revue rapidement les différents rapports de la partie équipe. Ici, dans tâches reçues versus terminées, on va donc avoir le top 20 des utilisateurs qui ont le plus de tâches sous leur responsabilité dans la segmentation choisie sur la période choisie. Donc vous allez voir en rouge les tâches qu'ils ont reçues sur la période choisie et en vert les tâches qu'ils ont terminées. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant dans cette analyse? Donc, imaginons que ces 20 personnes fassent partie de la même équipe. Vous pouvez donc clairement voir qu'il y a un souci de répartition des tâches entre Dorothy Garcia et le bon Daniel Scott. Donc, ici, l'objectif de cette analyse va être de redéterminer peut-être la répartition des tâches dans vos équipes pour pouvoir justement éviter d'avoir des retards dans l'exécution de vos tâches. Donc, comment vous pouvez faire une meilleure répartition des tâches par équipe? Vous pouvez changer par exemple les définitions de participants que vous utilisez dans vos processus par exemple, ou vous pouvez créer des dashboards de management quotidien pour justement changer cette répartition. Donc, mon tableau va reprendre exactement ces mêmes informations. Vous allez avoir les membres de l'équipe, le département auquel ils appartiennent, donc les reçus, les terminés, et ici on va avoir une notion intéressante qui va être le nombre de délais dépassés ou non sur les tâches concernées. Donc, comme vous le savez, vous avez la possibilité de mettre des délais pour des tâches. Et donc, si ces délais sont dépassés ou non, vous aurez cette information ici. Et si jamais cette analyse sur les délais vous intéresse en particulier, vous allez pouvoir utiliser le deuxième rapport
qui va vous faire un focus sur les tâches, uniquement les tâches qui ont un délai associé. Et donc ici, on va reprendre la même logique, donc le nombre de tâches par utilisateur, mais cette fois-ci, ça va être une restriction uniquement sur les tâches qui ont un délai. Et donc, vous allez pouvoir voir la répartition par utilisateur des tâches qui sont hors délai ou dans les délais. Et on reprendra ces mêmes informations dans le tableau. L'objectif est ici de voir si cette surcharge que nous avons vue précédemment des équipes a une conséquence sur la performance de celle-ci, qui est clairement le cas pour Douglas Miller, par exemple. Et pour aller plus loin dans cette analyse, vous pouvez également faire une analyse uniquement des tâches qui sont en retard et qui entraînent le retard, qui sont associées à un élément de travail qui est lui-même en retard. Donc, cela vous permet d'aller encore plus loin dans cette analyse en analysant uniquement les éléments de travail qui sont en retard. Puisque sur certains processus, par exemple, vous pouvez être en retard sur une tâche sans que pour autant d'être en retard sur l'élément de travail dans son ensemble. Et pour certains processus, ce qui vous intéresse de manière plus importante, c'est l'élément de travail dans son ensemble et pas forcément la tâche. Tout cela va dépendre de l'analyse que vous souhaitez faire. Donc, on a le graphique et on récupère les informations dans ce tableau. Ce qui peut être intéressant si vous arrivez à mixer les informations, par exemple, ici dans le tableau de bord, c'est de chercher donc l'information, par exemple, le number, il faut que je le traduise. Et à partir de là, si vous mettez cet indicateur ici dans le tableau croisé dynamique, par processus, vous êtes capable de voir le numéro de l'élément de travail concerné. Et donc, comme ça, vous pouvez atteindre directement l'élément de travail concerné pour pouvoir agir dessus. Donc voilà, ça c'est aussi la logique que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui au webinaire sur les tableaux croisés dynamiques. L'intérêt, c'est de jouer avec les propriétés qui sont disponibles dans votre base de données pour pouvoir faire parler les chiffres de la manière dont vous le souhaitez. Je reviens en mode normal. Et maintenant, on va aller dans la partie demandeur. Je vais passer très rapidement sur cette notion de demandeur, que la logique est un peu la même que celle que nous avons vue dans la partie utilisateur. La seule différence, c'est qu'ici, au lieu d'avoir des exécuteurs de processus, on va avoir les personnes qui sont à l'origine de la création de l'élément de travail. Donc, vous allez avoir le top 20 ici des utilisateurs qui sont demandeurs par rapport à votre segmentation. Et vous allez récupérer ici leur département, le demandeur en question et le nombre d'éléments de travail concernés. La différence que vous allez avoir entre le classement des demandeurs et la liste des demandes, c'est que le classement des demandeurs, c'est une vision générale sur uniquement les éléments de travail terminés. Là, c'est vraiment pour faire une analyse globale sur le passé d'un processus, alors que la liste des demandes, ça va être sur les demandes actuelles qui sont encore ouvertes. Donc, les éléments de travail qui sont encore ouverts. D'ailleurs, ici, quand vous faites le filtre, vous allez voir que vous avez uniquement la possibilité de filtrer sur les éléments de travail débutés et qui sont encore ouverts. Et vous retrouvez ici ces informations. Et là, pour le coup, vous avez même la possibilité d'avoir un graphique historique sur l'évolution des demandes de ce demandeur. Et le dernier rapport analytique est celui sur la date limite des demandes. Pareil, on va faire un focus sur la liste de vos top 20 demandeurs. Et cette fois-ci, on va voir sur les éléments de travail encore ouverts, ceux qui sont avec un délai dépassé. Donc voilà, on reprend la même logique que ce qu'on avait vu juste avant sur les tâches, sauf que cette fois-ci, on le retranscrit sur la partie éléments de travail. Donc ici, vous allez pouvoir voir pour un demandeur le nombre d'éléments de travail qui sont en retard. Donc ça vous permet d'agir directement, rapidement sur cela. Et je vous encourage à partir de ce moment-là d'utiliser le tableau croisé dynamique pour pouvoir repérer ces tâches en question. Donc, j'ai terminé par la présentation synthétique des différents rapports et surtout de leurs objectifs.
Comme je vous l'ai dit, vous aurez de plus en plus d'informations. Alors les informations sont à même de bouger un peu ici, mais pas tellement, on va dire, sur la partie information clé. En revanche, ce qui va bouger, c'est la base de connaissances dans laquelle on va bientôt, petit à petit, ajouter des articles avec plus d'informations sur les différents rapports. L'objectif de cette documentation, c'est surtout de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière les indicateurs, qu'est-ce qu'on prend en compte dans nos calculs, parce que, comme vous devez le savoir, quand on se met à analyser des données, comme on peut faire parler les chiffres, il est très important de savoir le cadre de référence de ces chiffres pour pouvoir les interpréter de façon correcte. Avant de terminer, j'aimerais vous montrer une autre chose. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait créer des pages dans Airflow. On pouvait ajouter ce qu'on appelle des dashboards et des widgets. Et du coup, pour créer ces pages, donc, vous allez les éditer. Si vous avez besoin de plus d'informations, pour cela, on a une vidéo dans notre base de connaissances. Et dans l'ajout des widgets, maintenant, vous avez même la possibilité d'intégrer un rapport analytique sur une page configurée. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on devait donner les droits à tous les rapports ici ou non. Donc, si jamais vous voulez donner accès uniquement à un rapport en particulier, vous pouvez très bien donner accès à une page en particulier et d'ajouter un rapport. Vous devez choisir alors ce rapport, choisir une segmentation donc qui est publique, la plage des dates et le statut, donc la plage des dates en fonction du statut. Ça reprend finalement ces deux éléments reprennent le filtre que nous avons vu. Et après, quand vous faites confirmer, ça mettra en avant le rapport souhaité. Donc ça, c'est une manière de contourner les droits utilisateurs si vous le souhaitez, pour donner le droit à un rapport en particulier à un utilisateur en lui créant une page. Dernière information avant que je revienne sur la page pour voir si nous avons des questions. Comme vous pouvez le voir, alors normalement si vous accédez à Airflow et que vous utilisez l'exécution de processus et que vous êtes administrateur de votre environnement, vous avez déjà accès à cette fonctionnalité depuis lundi dernier. Comme vous pouvez le voir, c'est une version bêta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette version, elle est amenée à évoluer dans les 2-3 prochains mois, je pense. C'est plus ou moins le délai qu'on s'est fixé chez Airflow. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez exploiter les données, vous allez avoir des idées d'amélioration, sûrement. Vous allez sûrement également voir peut-être des erreurs. Donc, pour améliorer la communication entre nous sur les erreurs que vous voyez et en même temps les demandes d'évolution, on a ajouté ce bouton ici qui vous permet d'écrire un message, d'ajouter des pièces jointes, donc des images, je pense qu'il y a une limite de poids, donc peut-être pas des vidéos, mais des images. Et quand vous allez envoyer, ça va arriver chez nous directement. Comme ça, on aura une liste des éléments sur lesquels on peut encore travailler sur les 2-3 prochains mois avant d'enlever ce petit icône de bêta et que ça soit vraiment voilà, fixe, si je puis dire. Bon, je reviens maintenant sur la partie enfin, du webinaire et je vais regarder si nous avons des questions. Donc, alors, Oleg, bonjour Oleg. Comment ça se passe là? C'est une bonne question. Je suppose que ça va dépendre du type de sous-processus. Si par exemple vous parlez d'un sous-processus de type j'envoie un message qui va faire appel à un autre processus, dans ce cas-là, bien évidemment, ça va compter uniquement le premier processus. C'est-à-dire que votre tâche, si vous avez un sous-processus, non, mais même de manière générale, je reprends ce que je dis. Comme vous avez un sous-processus et que si vous choisissez une segmentation qui exclut ce sous-processus, bah vous allez avoir les données uniquement du processus par an. Et par exemple, si vous êtes sur des notions de temps, comme votre tâche sera toujours bloquée au niveau du processus par an, vous allez donc avoir l'information uniquement du processus par an et du temps. Si ce n'est pas, si mon explication n'est pas assez claire, on peut dans un futur proche faire des tests en faisant des exemples pour voir comment le rapport affiche les données, mais normalement il devrait donner ce type d'information.
On fera des tests. Mais en plus, ça dépend du type de sous-processus qu'on va avoir. Si on a par exemple un sous-processus de type ad hoc, ça va agir de manière sûrement différente. C'est vrai que par exemple les sous-processus ad hoc ne sont pas des sous-processus qui sont largement utilisés. Les sous-processus de message, je suis sûr de moi. Et par contre, si vous faites un sous-processus classique à l'intérieur de votre processus, il faut voir en effet comment ça fonctionne. Il faut que je fasse un test là-dessus. De manière générale, si vous avez d'autres questions sur les rapports analytiques ou si vous voulez voir quelque chose en particulier, je vous invite à contacter notre équipe de vente ou notre équipe partenariat pour organiser un autre rendez-vous ou pour organiser, voilà, pour répondre à vos questions. Ou si vous êtes partenaire, si vous avez des implémentations avec d'autres clients, voilà, on peut voir ces sujets avec vous. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'était pour vous faire une présentation générale, une présentation que vous pouvez revoir en accédant le lien de ce webinaire et que vous pourrez bientôt consulter dans notre base de connaissances avec les différents articles que vous aurez accès. Donc, avant de conclure, si je n'ai pas d'autres questions, je vous encourage à utiliser la fonctionnalité que nous avons vue ici pour nous donner vos commentaires. Et n'hésitez pas à contacter notre équipe de commerciale si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous remercie en tout cas de votre attention et de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire. On va essayer de répéter ce type d'événement à chaque fois qu'on aura une nouvelle fonctionnalité importante dans Airflow. Comme vous le savez, quand on a des fonctionnalités, on va dire de niveau peut-être plus fin, on utilise cet élément d'innovation qui va vous permettre d'afficher, vous allez recevoir une notification avec des informations sur l'innovation en question et un lien pour accéder à plus de documentation dans notre base de connaissances. Mais pour les grosses fonctionnalités, on va dire, enfin les fonctionnalités qui ont un gros impact, on va essayer de répéter ce type d'événement. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de manière générale également une bonne rentrée. Et n'hésitez pas à me recontacter, en tout cas si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente journée, une fin de journée, et à très bientôt. Au revoir.